Cette grande crise du coronavirus, selon moi, a été un révélateur incroyable de la médiocrité des médias mainstream. On a vraiment pu se rendre compte à quel point les grands journaux et les grandes chaînes de télévision, subsidiées et soutenues par les autorités et les États, étaient des pantins de ces derniers. On a vraiment l'impression que ces médias et les personnalités journalistiques qu'il y a dans ces médias sont de simples porte-parole du pouvoir en place. Mais c'est scandaleux parce que normalement, les journalistes doivent représenter le quatrième pouvoir. Les journalistes se doivent un devoir de vérification de leur contenu. Ils se doivent un devoir de confrontation des personnes à qui ils donnent la parole. Ils doivent apporter une autre vérité et pas que la vérité du gouvernement. Eh bien, tous les médias traditionnels, ceux qui sont justement les plus vus, les plus consultés, ceux dans lesquels le public a le plus confiance, tous ces médias traditionnels ont été à la botte des pseudo-experts choisis par les autorités, choisis par les groupes qui étaient en place lors de la gestion de crise, des groupes qui ont été mis en place par les autorités, par le pouvoir. Mais c'est pas normal, il n'y a pas eu de contrebalance, il n'y a pas eu d'équilibre avec des voix du peuple. On a vu des pseudo-experts sortis de nulle part 24 heures sur 24. Ces journalistes à la botte du pouvoir représentent vraiment, pour moi, des collaborateurs dangereux, des collabos, on peut le dire. Ils n'ont aucune légitimité journalistique, ils n'exercent pas de débat public en donnant la parole à des journalistes indépendants, à des citoyens, et ils font passer des lois sans aucune légitimité comme des vérités absolues, des mesures anticonstitutionnelles. Le problème, c'est que la plupart des gens font une confiance aveugle à ces médias mainstream. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a des voix indépendantes, qu'il y a des voix différentes. Le but de ces médias est de maîtriser les opinions publiques. Personnellement, j'ai un master en journalisme obtenu dans la même école que la première ministre actuelle en Belgique, notamment l'IEX. J'ai étudié la communication, le journalisme, j'ai un master en presse information. Donc je connais bien ces questions. Moi, je m'abreuve d'informations dans des médias indépendants. Donc je vous recommande vivement de vous renseigner et de regarder des médias indépendants. Il y en a plein sur les réseaux sociaux, il y en a plein sur YouTube, et de ne pas faire confiance à ces médias mainstream qui n'ont aucune légitimité journalistique. Dans ces médias que sont notamment la RTBF en Belgique, RTL, qui je trouve a déjà un petit peu plus de légitimité parce que c'est une chaîne privée, donc qui fonctionne différemment qu'une chaîne publique qu'est la RTBF en Belgique, mais il y a également, je pourrais citer en France, TF1, France 2, France 3, tous ces médias et les grands journaux que sont Le Monde en France, que sont La Libre Belgique, Le Soir en Belgique, et la plupart des journaux que nous connaissons tous par cœur, toutes les paroles, tous les mots, toutes les analyses et toutes les interviews dans ces médias sont triées sur le volet. On retrouve dans les conseils d'administration et dans la direction de ces médias des membres du pouvoir politique. On retrouve des journalistes politisés et qui ont donc un certain biais intellectuel, qui ne sont pas neutres, qui sont partials et qui sont cléments et très bienveillants par rapport au pouvoir en place. Tout simplement parce que ces médias sont subsidiés par le pouvoir, comme je le disais. Donc les médias indépendants qui sont subsidiés par leurs utilisateurs et non par le pouvoir sont vraiment à regarder. Donc cette crise n'a pas été que la faillite de l'État, elle a été la faillite des médias mainstream. Je parlais des extensions du pouvoir, que sont les écoles, que sont les banques, que sont la police, que sont les hôpitaux. Eh bien, il y a une dernière extension du pouvoir, ce sont les médias mainstream, justement. Mais cette crise a été un révélateur incroyable. Elle a montré que ces médias mainstream étaient en faillite également. Les gens finiront par ne plus leur faire confiance, car on n'y voit qu'une seule parole, on n'y voit qu'un seul type d'information. Alors malheureusement, il existe également un petit peu de censure sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur Facebook. Les précédentes vidéos que j'ai faites sur ces thématiques, ces analyses sur la crise du coronavirus sont toutes passées sans difficulté sur Facebook. Par contre, sur YouTube, ça a été une vraie galère. Dès que les mots confinement, dès que les mots coronavirus sont détectés de manière vocale dans la vidéo ou qu'ils se trouvent en mots-clés ou dans la description de la vidéo, eh bien, ces vidéos sont censurées. C'est-à-dire qu'il est impossible de les monétiser, il est impossible d'en faire la publicité. Le problème, c'est que sur YouTube, si on ne fait pas un peu de publicité, eh bien les vidéos ne génèrent aucune vue et on ne touche aucun public, donc ça n'a strictement aucun intérêt. Mon but étant de vous conscientiser et de vous donner une parole différente de celle que vous voyez dans les médias mainstream. C'est pourquoi je vous demande de partager ces vidéos sur YouTube, de laisser un commentaire et de les liker. C'est le seul moyen de court-circuiter les algorithmes de YouTube et de donner un petit peu plus d'audience à ces vidéos. Donc j'ai eu pas mal de mal à poster mes vidéos d'analyse avec une voix discordante,
importantes sur les réseaux sociaux. J'ai eu également énormément de mal à les partager au sein des médias traditionnels. Alors j'ai eu la chance d'avoir un article dans Le Vif l'Express, qui est un grand magazine en Belgique. On pourrait le catégoriser, l'étiqueter comme un média mainstream, bien qu'ils font tout de même beaucoup de reportages à caractère incisif. Mais à part cet article dans Le Vif, j'ai été complètement censuré des médias mainstream et cela est tout à fait logique. Et pourtant, ce n'est vraiment pas faute d'avoir essayé, car j'ai envoyé mes analyses sous forme de carte blanche littéralement à tous les médias français et belges francophones. Eh bien, je n'ai tout simplement reçu aucune réponse. Je pense que ma voix était trop discordante. C'est dommage parce que l'on vit en démocratie. Il faudrait donc qu'il y ait une parole du peuple, ce qui n'est pas le cas. D'autant plus que j'ai des compétences en écriture et en expression vidéo. On pourra vraiment dire qu'au XXIe siècle, l'humanité aura connu une quantité pharaonique de cataclysmes et de grands traumatismes. Je pense notamment en premier lieu au dérèglement climatique que l'on vit depuis quelques dizaines d'années, si pas plus. On a vu ce dérèglement climatique à travers la fonte des glaciers, à travers les grands incendies en Australie, en Amazonie et dans d'autres lieux, à travers le réchauffement climatique et bien d'autres phénomènes. On a aussi vécu beaucoup plus récemment le terrorisme, donc qui nous a tous touchés, pays occidentaux et pays en développement. On a vécu des tsunamis, on a vécu des tremblements de terre et d'autres catastrophes naturelles. On a vécu, bien entendu, la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Nous vivons actuellement une pandémie sans précédent. Alors tous ces cataclysmes ont été accompagnés de crises économiques qui sont elles-mêmes de grands traumatismes. Donc ces crises économiques qui amplifient les drames humains et les tragédies avec des krachs boursiers, avec des faillites, avec des gens qui meurent de faim, des gens qui ne savent plus bien se soigner et plein d'autres drames à l'échelle familiale comme à l'échelle nationale, voire internationale. Alors il y a d'autres traumatismes que nous n'avons pas encore vécus. Je pense ici notamment à des catastrophes nucléaires. En tout cas, on ne les a pas encore vécues en Belgique et en France, et j'espère que ça n'arrivera jamais. Je pense aussi à des chutes d'astéroïdes. Bon, c'est quelque chose d'un petit peu plus loufoque, mais c'est déjà arrivé dans l'histoire de la Terre. Je pense aussi à une invasion d'extraterrestres, pour partir dans des théories encore plus loufoques. Je pense aussi à des pandémies de virus beaucoup plus graves que le Covid-19. J'en parlais aussi dans mes précédentes vidéos. On peut peut-être s'estimer chanceux que le taux de mortalité du Covid-19 ne soit pas si élevé que ça. Ça aurait pu être pire en quelque sorte. Et enfin, je pense encore à un Big Crunch, donc la fin de l'univers. Bon, on en est loin selon les physiciens et les astronomes. Voilà, on a vécu beaucoup de traumatismes sur l'échelle de tous les traumatismes que l'on pourrait vivre à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de la Terre, en 2 siècles. C'est pas rien. Alors je voulais également faire un petit point au niveau médical. Alors clairement, je ne suis pas un expert sur le plan médical. Moi, je suis journaliste et artiste. J'analyse les choses. Je suis un miroir de la société dans laquelle on vit. Néanmoins, il y a certaines choses de bon sens. On sait tous que l'on a plus de bactéries et plus de virus que de cellules humaines. Donc je pense que ce n'est pas super bon de se confiner et de s'isoler ou de se distancier des gens de manière excessive. On a besoin en quelque sorte de partager nos nuages de bactéries et de virus. Cela nous renforce sur le long terme. Comme je le disais tout à l'heure, le port du masque n'est pas anodin. Cela peut avoir un impact sur notre santé. Cela a un impact clairement sur notre intégrité physique et psychologique, mais cela peut aussi avoir un impact sur notre santé médicale. On respire moins bien, on respire nos propres bactéries. Pour faire un point encore au niveau médical, j'ai écouté de nombreuses interviews de Didier Raoult. Alors, je sais que c'est un personnage controversé et que sa théorie sur la chloroquine n'a pas été prouvée, voire elle a été désavouée. On a prouvé que la chloroquine n'était pas forcément efficace. Néanmoins, je trouve que cette personne est un scientifique vraiment d'une grande intelligence. Je l'ai trouvé très cohérent dans ses propos. Je l'ai trouvé extrêmement critique vis-à-vis des mesures des autorités. Finalement, c'est quelque chose de bien. C'est une voix discordante, ce qui est toujours bon en démocratie. Donc je pense que vivre confiné affaiblira notre immunité. Il faut bien réfléchir là-dessus parce que si l'on va dans des mesures d'isolement, des mesures de distanciation sociale, où nous faisons du sport dans des petits blocs de plexi, où nous mangeons séparés par des plexis, par des scaphandres ou autres inventions complètement loufoques, eh bien je pense que cela nous affaiblira sur le long terme. Ce n'est pas humain. On n'est pas fait pour ça.
On est des êtres charnels. Et donc s'isoler comme cela n'est ni bon sur le plan physique, médical, et ni bon bien entendu sur le plan psychologique. Donc je n'ai pas parlé de tout l'impact psychologique, tout le risque de dépression et de troubles que cette grande crise a engendré et engendrera. C'est un point que j'ai un petit peu abordé dans mes précédentes vidéos que je vous recommande d'aller voir, de liker et de partager. Merci. On a quand même un élément de comparaison pour cette grande pandémie que l'on est en train de vivre et que tout le monde a un petit peu oublié, bien qu'elle soit passée dans quelques articles dans les médias. Eh bien, il y a la fameuse grippe de Hong Kong, que tout le monde a un petit peu oublié et qui a pourtant fait quasiment le même nombre de morts en France et dans d'autres pays européens. Eh bien, donc on voit que cette grande grippe de Hong Kong n'a pas eu de deuxième, troisième vague. Elle est partie aussi vite qu'elle est venue. Et donc, est-ce que l'on oubliera un jour le Covid et la crise du Covid-19 comme on a oublié la grippe de Hong Kong? Peut-être pas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas eu de confinement comme celui qu'on a vécu pour la crise du Covid-19 et qui était donc un traumatisme supplémentaire. Enfin, sur le plan médical, je voulais dire que si un jour on trouve un vaccin, ce qui a l'air probable, ou un médicament efficace, eh bien, toutes les mesures qu'on a mis en place concrètement dans les entreprises, dans les restaurants, dans sa maison, dans les écoles, eh bien, elles risquent d'être caduques. Donc, ça aura été beaucoup de chamboulements sociétal et de dispositifs qui risquent peut-être de devenir inutiles, car on risque de trouver un vaccin qui va changer la donne du jour au lendemain. Donc ça fait beaucoup de changements de vie, d'investissement, peut-être pour rien. D'ailleurs, ce vaccin, j'espère sincèrement qu'il sera dans le domaine public, sinon ça va être vraiment quelque chose, un enjeu de business économique pas possible. Et puis, si on ne trouve pas de vaccin, il y a également aussi de fortes chances que la pandémie touche à sa fin d'elle-même. Alors, il y a plusieurs théories là-dessus. Je ne m'avancerai pas par rapport à ces théories, car je n'ai pas assez de connaissances en tant qu'épidémiologiste ou virologue. Donc, certains disent qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Certains disent qu'il y aura une grosse deuxième vague l'hiver prochain. Franchement, il y a trop d'incertitudes pour le moment. J'avais juste dit dans une de mes précédentes vidéos que les virus qui touchent les poumons n'aiment pas les chaleurs et n'aime pas l'été, ce qui est en train de se vérifier actuellement. Néanmoins, il y a aussi l'effet bien entendu du confinement que nous avons vécu qui fait son effet, et donc peut-être que ce n'est pas que les chaleurs estivales, que le confinement a fait son effet. Donc sincèrement, pour la deuxième vague, je ne peux pas me prononcer, on verra ce qu'il advient. Je voulais également parler des vidéos de mon compatriote Jean-Jacques Crèvecoeur et de Thierry Casanova, et également de Monsieur Talal. Alors je sais qu'ils ont fait une vidéo ensemble et qu'ils font beaucoup de vidéos de manière individuelle sur ces thématiques, sur les thématiques de la santé, sur des thématiques sociétales pour Jean-Jacques Crèvecoeur. Alors je l'ai découvert récemment après avoir commencé mes premières vidéos, et bien entendu je partage plusieurs de ces points. Néanmoins, je me distancie sur certaines de ces théories, notamment ces théories du complot. Je ne partage pas ces points de vue et ces théories du complot sur le vaccin notamment, et également je me distancie à eux quand ils disent que le sida n'a jamais existé ou que l'on peut guérir du sida sans médicaments. Je pense que les propos de ces personnes sont des voix discordantes, et comme je le disais tout à l'heure, plus il y a de liberté d'expression, plus il y a de voix discordantes, mieux c'est. J'en fais partie, et c'est un contre-pouvoir qu'il ne faut pas négliger en démocratie. C'est quelque chose de précieux. Je vous serais vraiment reconnaissant si vous pouviez partager mes vidéos, si vous pouviez partager celles-ci sur Facebook, sur YouTube, si vous pouviez vous abonner à ma page et éventuellement laisser 1 ou 2 commentaires. Cela permettra d'améliorer son référencement et que plus de gens voient mes vidéos. Alors je travaille sur mes fonds propres, je suis 100% indépendant et mon but est simplement d'informer, d'alarmer et éventuellement de faire quelques prédictions sur l'avenir. Je vous recommande vraiment d'aller voir mes anciennes vidéos sur cette crise. Vous serez étonné de voir comme j'avais prédit presque à la lettre tout ce qu'il s'est produit. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans l'une de mes prochaines vidéos qui d'ailleurs ne porte pas que sur des analyses de cette grande crise que nous sommes en train de vivre. Mes autres vidéos portent sur parfois des sujets plus artistiques et plus légers. Donc je vous invite vraiment à les découvrir. À bientôt mes amis.